Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler logement. Il y a une étude qui vient de sortir qui dit qu'il y a un logement sur 4, donc plus de 25% des logements dans le centre de Paris qui sont inoccupés, qui sont vacants. Alors évidemment, je vais pas parler que de Paris parce que c'est un problème qui est commun à toute la France. En France, il y a 2,5 millions de logements vides et ce nombre a explosé depuis 10 ans. Mais je voulais partir de ça parce que c'est un cas qui est très symbolique. Alors c'est pas un logement sur 4 à Paris non plus, hein. C'est dans le centre de Paris, les arrondissements 1 à 4, et le reste de la moyenne parisienne, c'est à peu près 15% de logements vides, ce qui est déjà beaucoup. En tout, dans Paris, ça fait 200 000 logements qui sont inoccupés, et dont seulement la moitié sont des résidences secondaires, à savoir des endroits où les gens n'habitent pas, mais qui ont acheté ce logement pour avoir un pied-à-terre ailleurs pour venir passer un week-end ou des vacances. Le nombre de résidences secondaires a été multiplié par 2 ces 10 dernières années, ce qui veut dire que visiblement c'est quand même pas la crise pour tout le monde. Pourquoi il y a eu une telle augmentation du nombre de logements vides à Paris et en France ces 10 dernières années? C'est des raisons qui sont très compliquées, hein. C'est pas toujours les mêmes raisons. Déjà, c'est pas toujours les mêmes propriétaires. Il faut distinguer les petits propriétaires, le gars qui a investi, qui a acheté quelques apparts, qui les a retapés et qui les loue, ou qui les loue pas, et tout ce qui est possédé par des grosses boîtes, des banques, des compagnies d'assurance ou des fonds d'investissement étrangers. Et à Paris, c'est quand même beaucoup ça. Alors pourquoi notamment est-ce que ces fonds d'investissement, ces banques, ces assurances préfèrent avoir des logements vides? Globalement, c'est déjà parce que un logement vide, ça se vend beaucoup plus cher qu'un logement inoccupé, hein. On considère que c'est 10 à 20% de moins sur le prix si le logement il était déjà occupé, tout simplement parce que si t'achètes un logement qui est pas vide, faut attendre la fin du bail pour pouvoir investir les lieux et emménager. Et si c'était un logement qui était vide, tu peux l'avoir tout de suite. Donc ils sont plus chers. Après, il y a tout ce qui est problème de travaux, de mise aux normes, des problèmes de mésentente dans les copropriétés, mais ça, je vous mets toutes les sources en dessous, hein, vous pourrez aller checker, mais ça a l'air d'être assez mineur. Et parmi ceux qui appartiennent à des fonds de pension étrangers, alors déjà, c'est quoi un fonds de pension? À la base, c'est une organisation, un organisme qui gère des retraites. Si tu veux, c'est un peu comme une assurance retraite. Toi, tu bosses, tous les mois, tu payes à ce fonds de pension une somme plus ou moins élevée, et à la fin de ta vie, quand tu décideras de prendre ta retraite, ce fonds de pension va te donner ta pension de retraite pour laquelle tu auras cotisé pendant toutes ces années. Le truc, c'est que les fonds de pension, comme les assurances, hein, ils font pas que ça, donc ils investissent dans la finance spéculative notamment, et c'est eux qui ont été, entre autres avec des banques, principaux responsables de la crise de 2008. Mais c'est un tout autre sujet, en tout cas voilà. Les fonds de pension, c'est ça. Et la majorité des apparts à Paris, notamment, appartiennent justement à des fonds de pension étrangers, parce qu'en France, des fonds de pension, on n'a pas du tout ce système-là de retraite. On a un système de retraite qui s'appelle un système par répartition, où c'est chacun cotise à l'État et tout est mis en commun dans la collectivité, et ensuite à la fin de ta vie, t'as une retraite. Ça se veut comme un système plus juste, qui est pas exempt de problème, mais pareil, c'est une autre question. En tout cas, ces fonds de pension étrangers à qui appartiennent la majorité des appartements parisiens, en fait, ils en ont strictement rien à faire de le louer à des gens. Ils délèguent la tâche de gérer les appartes à des gens qui sont en France, mais dans l'absolu, ils s'en fichent de louer ou de pas louer. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir des biens à acheter pour pouvoir spéculer sur leur valeur, que ça prenne en valeur et que du coup, eux, engrangent de l'argent fictif évidemment, mais que ça vale de plus en plus. C'est pour ça qu'il y en a plein qui attendent en fait que les loyers augmentent avant de mettre des appartes à louer sur le marché. Parce que comme ça, ils se font plus de fric et l'appart a pris beaucoup plus de valeur au fur et à mesure. Après évidemment, du côté des petits propriétaires, dans ceux qui veulent pas louer, il y a aussi évidemment ceux qui attendent que les loyers augmentent pour pouvoir eux assurer un revenu qui est un petit peu plus conséquent que ceux qu'ils ont. Il y a aussi les gens qui ont peur des mauvais payeurs, hein, qui ont peur de se retrouver avec des locataires qui payent pas et qui peuvent pas virer et qui abusent, et on les comprend, vu les prix des loyers en plus, on les comprend. Après à Paris, il y a le cas particulier aussi de tout ce qui est en Airbnb, donc on estime qu'il y a 60 000 logements qui sont essentiellement destinés à de la location tourisme dans Paris, ce qui est énorme, hein, sur 200 000 logements inoccupés, il y en a 60 000, on estime que c'est du tourisme. Pourquoi est-ce que les propriétaires préfèrent louer à des touristes? Tout simplement parce que ça rapporte beaucoup plus. À Paris, la location d'un appart sur un week-end ou deux par mois, ça peut te rapporter autant que si tu loues un appart à un locataire qui paye tous les mois. Donc,
Bingo. Enfin bref, tout ça combiné, ça fait un espèce de cercle vicieux où t'as des loyers de plus en plus chers, sachant que les prix des loyers à Paris ont augmenté de 43% sur les 15 dernières années, c'est énorme. Les propriétaires hésitent de plus en plus à louer si c'est des petits propriétaires. Si c'est des gros propriétaires, ils en ont rien à fiche puisque eux, ça leur permet de continuer à spéculer sur l'augmentation des prix de l'immobilier. En plus de ça, pour louer, il faut faire des dossiers hyper compliqués, montrer patte blanche, avoir 1, 2 garants, voire 3 des fois. Faut aussi prouver que tu gagnes assez pour pouvoir payer ton loyer, mais souvent c'est 3 fois le prix du loyer, sachant que à Paris, un 10 mètres carrés, ça tourne autour de 500 balles pour le mois. T'imagines bien que gagner déjà 3 fois ça, c'est assez compliqué si t'es tout seul. Et en plus, dans le même temps, c'est de plus en plus difficile de trouver un taf qui te permet d'assurer que tu puisses payer ton loyer et donc de rassurer le propriétaire à qui tu vas louer ton appart. Enfin, tout ça, c'est un tableau en fait qui est global, qui est pas juste lié à les abus de quelques-uns ou le fait qu'il y ait certains qui payent pas. C'est vraiment un truc général qui est lié aussi au monde du travail, à la crise économique, à la bulle immobilière, à la spéculation de la part des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Enfin bref, c'est tout un tableau qui fait que le logement, c'est un gros problème. Mais en tout cas, on en arrive là, à l'heure actuelle, à une situation où il y a 25%, 1 sur 4 logements vides dans le centre de Paris, alors que en parallèle, il y a 30 000 SDF. Et pareil, hein, la question des SDF, c'est un problème qui a explosé à Paris cette dernière décennie. Le nombre de SDF, si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader à Paris récemment, c'est assez flippant. Hein. Le nombre a quasiment doublé en fait en 10 ans. Et la majorité des SDF, en fait, ils sont SDF parce qu'ils ont été expulsés de leur logement ou parce qu'ils payaient pas leur loyer. Et à Paris, c'est un SDF sur 3 qui a un boulot en plus. Enfin, c'est pas le gars qui est complètement marginal, à l'écart de la société, qui veut pas faire d'efforts ou quoi. Il y a un SDF sur 3 à Paris qui a un boulot. En France, c'est un SDF sur 5. Donc vous voyez bien que tout ça, enfin, c'est des problèmes qui sont liés. Et on sait pas par quel bout les prendre. Et en plus, outre le problème des gens qui ont pas de logement, ça, c'est le truc le plus évident. Quand on dit il y a des logements vides, on va se dire combien il y a de gens qui ont pas de maison. Mais en plus de ça, ça pose en fait des problèmes pour tout le monde, cette situation. Parce que les retraités avec des petites pensions, par exemple, qui sont pas propriétaires, ceci dit, même ceux qui sont propriétaires de leur logement, ils ont des soucis. Je pense à nos vieux qui sont propriétaires de leur maison, mais qui vivent quand même dans des conditions totalement insalubres, qui ont des pensions trop petites pour pouvoir se chauffer, etc. Là, c'est pas le sujet, il faut quand même prendre ça en compte, mais en tout cas, les retraités avec des petites pensions qui ne sont pas propriétaires de leur logement et qui peuvent plus payer parce que le minimum vieillesse ne leur garantit pas assez de revenus, du coup, ils se retrouvent dans la mouise aussi, comme il y a eu récemment le cas d'une dame de 85 ans qui s'est fait expulser de son appart du jour au lendemain à Paris alors qu'elle avait contracté un bail à vie et qu'elle était sous tutelle et qu'il y aurait pu avoir des trucs faits pour l'aider à gérer ses problèmes d'impayés de loyer. Cette situation est problématique au niveau du logement aussi pour les jeunes. De l'autre côté de l'arc générationnel, on va dire. Et les jeunes qui soient étudiants ou actifs, hein, parce que déjà, quand t'es actif, bon déjà, faut trouver un boulot. Souvent, si tu viens pas d'une grande ville, eh ben, il faut emménager dans une grande ville, donc faut prouver que t'as déjà un boulot qui te permettra de payer ton loyer super cher dans ta grande ville, etc. Donc ça, c'est pour les jeunes actifs, hein. Souvent, on fait pas confiance parce que c'est des jeunes, etc. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent à habiter chez leurs parents. Et de l'autre côté, t'as les étudiants qui, eux aussi, sont obligés, du coup, de déménager dans une grande ville, qui ont encore moins de revenus que les jeunes qui travaillent, et qui se retrouvent dans des villes où les loyers, mais littéralement, explosent, où le coût de la vie explose, et où tous les ans ça continue d'augmenter. Le loyer pour les étudiants, c'est plus de la moitié de leur salaire. Ceci dit, quand tu bosses à Paris et que t'es payé au SMIC, si tu veux un appart de 10 ou 15 mètres carrés, c'est plus de la moitié de ton salaire qui dégage aussi. Après vous me direz, il y a toujours la solution des logements universitaires, mais il y en a pas assez en fait, il y a que 6% des étudiants qui sont en chambre universitaire, tout est super pris d'assaut, et c'est de plus en plus difficile de trouver un appart, le coût de la vie, des transports, tout ça, ça augmente aussi. Donc en plus de ça, là on vient de baisser les APL, les aides au logement, de 5 € par mois. Ça concernait quand même 6,5 millions de personnes, dont une grande majorité qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Ça concernait 800 000 étudiants. Donc pour qui 5 € en fait c'est pas rien et ça compte
énormément sur un mois. Il y a des élus qui vont dire que 5 euros c'est que dalle. 5 euros ramenés à ce que l'étudiant a pour vivre par mois ou ce que la personne qui touche les APL a pour vivre par mois, bah en fait c'est énorme. Et je pense pas qu'ils se rendent bien compte de ça, mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet, il y a tellement à dire, mais voilà. Et du coup, pour résoudre ce problème, en tout cas du logement des jeunes, je suis allée voir le programme de Macron par rapport à ça, et il avait promis de faire construire 60 000 logements étudiants et 20 000 logements spécial jeunes actifs, donc qui seraient moins chers, où on ne demandait pas de caution, parce que la caution, c'est aussi ça qu'il faut avancer, 1 mois, voire 2 de loyer, pour pouvoir emménager dans un appart, quand t'as un loyer à 650 balles pour 15 mètres carrés, tu vois où est le problème. Mais visiblement, ce truc-là est passé à la trappe. Alors la grosse réforme du logement qui est promise pour la rentrée, dont la réforme des APL, la diminution des APL de 5 euros faisait partie, ça, on n'en parle pas pour le moment. Donc c'est un peu le souci quand même. Et après, au-delà, en plus des situations des personnes, on va dire, fragiles, enfin qui sont plus précaires par définition, les retraités avec des petites pensions, et les jeunes qui soient étudiants ou en premier emploi. Bah en fait, il y a la crise du logement en France, ça touche 14,6 millions de personnes à peu de choses près. Ça fait un Français sur 5, c'est-à-dire que tu prends 5 personnes dans la rue, il y en a nécessairement une qui souffre du mal logement. On considère que sur ces 14 millions, il y a à peu près 4 millions de Français qui sont vraiment mal logés, dans des conditions absolument dégueulasses et insalubres, mais aussi il y a 12 millions de personnes qu'on considère en situation de fragilité. Ça peut inclure des copropriétés en difficulté pour s'organiser dans la copropriété, pour faire des travaux de rénovation, pour avoir l'argent pour les faire. Ça peut inclure le fait d'être locataire et de ne pas pouvoir payer ton loyer, donc d'être tout le temps à te dire est-ce que je vais me faire virer le mois prochain, il y a la trêve hivernale qui arrive, du coup je pourrais pas me faire virer, mais en même temps, si ton propriétaire c'est un petit propriétaire, lui ça le met dans la merde parce que il compte sur le loyer que tu vas lui verser pour pouvoir vivre aussi. Ça inclut aussi, par exemple, les gens qui ont froid parce qu'ils peuvent pas mettre le chauffage en hiver parce que c'est beaucoup trop cher, parce qu'en parallèle, en plus, les prix de l'électricité, du chauffage, de tout ce qui est vital, en fait, continue d'augmenter de plus en plus aussi tous les ans. Et ça inclut la mauvaise isolation des maisons qui fait que, par exemple, tu peux dépenser tout ton fric en chauffage, mais si ta maison elle est mal isolée, il y a toute la chaleur qui va sortir, il y a l'humidité qui va rentrer, tu vas avoir des infiltrations, tu vas avoir les murs et tes carrelages qui vont tomber à cause de l'humidité, tu vas avoir tous tes meubles, toutes tes fringues complètement pourri par la moisissure, tu vas tomber malade beaucoup plus souvent. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai vécu dans des logements avec des très très gros problèmes d'humidité. Au début quand t'emménages tu te dis bon c'est pas grave, j'ouvrirai la fenêtre, j'aérerai bien et tout, mais en fait c'est au-delà de ce que toi tu peux faire. T'as beau acheter sur le bon coin un absorbeur d'humidité, même électrique, tout ça, déjà ça consomme de l'énergie, donc tu payes plus cher ta facture EDF, et en plus de toute façon tu peux rien chauffer, la moitié de tes meubles ils sont tout pourris à la fin de l'hiver et t'arrêtes pas d'être malade. Donc en fait c'est vraiment des problèmes et on considère que ça, j'ai dit l'humidité, j'ai donné cet exemple là parce que je le connais très bien, mais ça peut être plein d'autres choses. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on considère comme étant des mauvaises conditions de logement et donc comme faisant partie de la crise du logement qui touche donc un Français sur 5. Et donc un Français sur 5, ça veut dire que ça touche tout le monde, directement ou indirectement. Enfin tout le monde, à part peut-être les quelques-uns qui sont en charge de résoudre justement ces problèmes-là, mais qui sont en décalage aussi avec tout ça. Je prends l'exemple là, parce que c'est lui qui est en charge, mais Jacques Mézard, qui est ministre de la cohésion territoriale, c'est la fusion, depuis que Macron est arrivé, il a fusionné les ministères du logement, de la ville et de l'aménagement des territoires. Donc il est ministre de tout ça, le mec, et c'est lui qui était responsable du dossier de la diminution des 5 euros sur les APL. Et il est aussi en charge d'une loi qui va être passée à la rentrée, qui consiste à réformer la question du logement en France en créant ce qu'on appelle un choc de l'offre. Alors qu'est-ce que c'est un choc de l'offre ? Eh bien ça veut dire que ils vont faire en sorte qu'il y ait tellement de logements en vente ou en location sur le marché que tout le monde va être obligé de baisser les prix et que du coup les gens pourront s'offrir un logement, que ça soit à acheter ou à louer, beaucoup plus facilement. Sauf que en réalité, je pense que ça va poser des problèmes déjà qu'on voit arriver, mais gros comme une maison, parce que ce supposé traitement
par le choc de l'offre, ça repose sur la construction massive et rapide de plein de nouveaux logements. Ils veulent en gros simplifier toutes les formalités de construction pour pouvoir construire plus vite, plus facilement et du coup faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de maisons sur le marché tout d'un coup. C'est pareil, hein, j'invente rien, tout est dans le programme de Macron et dans les déclarations du ministre, hein, mais ils veulent en gros simplifier toutes les formalités, toutes les procédures d'urbanisme et les normes de construction. Alors ça, moi je me demande en lisant ça ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir construire sur des terrains où avant on n'avait pas le droit de construire, par exemple des zones inondables ou qui peuvent être sujettes à effondrement. On va avoir des maisons construites sur des terrains qui sont beaucoup plus à risque et donc où les maisons risquent beaucoup plus par exemple de s'effondrer si c'est construit sur des anciens bassins miniers comme chez moi en Lorraine. Est-ce que ça veut dire que par exemple les normes d'isolation, de sécurité, est-ce qu'elles vont être revues à la baisse? On n'en sait rien. Moi tout ce que je vois c'est que du coup les grosses boîtes de construction comme Bouygues, comme Vinci Construction, comme Eiffage, ils vont pouvoir construire des maisons encore plus rapidement et encore moins coûteuses pour eux. Pour nous, en fait, je suis pas sûre que ça change grand-chose, hein, mais on verra. Mais je vois dans tous les cas pas vraiment l'intérêt de construire plus de logements, sachant combien il y a de logements vides qu'on pourrait utiliser. Mais pour ça, effectivement, il faudrait par exemple virer les fonds de pension, qui sont pas des gens qui vivent dedans, ni même qui les louent, mais qui utilisent juste ça pour faire de la spéculation et se faire du blé. Alors je parle pas des résidences secondaires, hein, je parle vraiment des boîtes privées, d'assurance et autres qui vont utiliser en fait l'immobilier pour pouvoir spéculer et se faire du blé sur du vent. Je sais pas, on pourrait aussi penser que tous ces logements qui sont insalubres, qu'ils soient habités ou pas, on pourrait lancer un plan de rénovation par exemple, pour que les gens qui vivent dedans ou qui vont vivre dedans, eh ben, ils puissent être chauffés correctement. Enfin je sais pas, mais un truc décent, que ce soit pas l'horreur de vivre dans une maison quoi. Sans avoir des plafonds qui s'effondrent et des infiltrations partout. Ça serait pas mal. Et limite, alors ça c'est le truc mais un peu extrême, mais à réfléchir aussi, par exemple limiter le nombre d'appartes qu'il est possible de posséder en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui possèdent 50 appartements, qui les louent à des prix absolument ridicules et impossibles pour la plupart des gens qui travaillent? Et je veux dire, il arrive un moment, c'est peut-être juste too much, quoi. Donc, plutôt que faire construire très très vite et engraisser encore les Eiffage, les Bouygues, les Vinci, etc., on pourrait peut-être faire en sorte qu'on puisse vivre tous dans des conditions décentes, hein, c'est quand même la moindre des choses. Mais ça, des mecs comme Jacques Mézard, hein, donc notre ministre en charge de régler les problèmes du logement, qui est sénateur depuis 10 ans, qui avant était conseiller général depuis 1994, qui cumule ses fonctions avec celle de président d'agglomération depuis 2001, qui est donc logé avec nos impôts, bah ce mec-là, effectivement, il peut pas savoir. Il peut pas savoir ce que c'est. Hein. Et c'est con, hein, parce que sinon il saurait que Clermont-Ferrand, la ville capitale de sa région, l'Auvergne, c'est la ville étudiante où le coût de la vie a le plus augmenté et où les loyers ont le plus augmenté pour les gens qui y vivent dans ces dernières années. Mais bon, comme d'hab, on va pouvoir compter que sur nous. Comme d'habitude, informez-vous, réfléchissez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, des solutions de ce qu'on pourrait faire pour résoudre justement nos problèmes de logement. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. Je mets toutes les sources qui m'ont été utiles dans la réalisation de cette vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à soutenir mon travail via ma page Tipeee qui s'affiche juste là. Et puis je vous dis à très très bientôt et bien sûr, prenez soin de vous.